Je veux que vous réfléchissiez à ceci, dans toute votre vie, combien de sommes d'argent sont passées entre vos mains? Combien? Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Vous avez peut-être gagné 73 000 $ l'année dernière, à 28 ans, et la première fois que vous avez reçu un chèque, c'était à 14 ans. C'était une centaine de dollars. Additionnez tout ça. Vous obtiendrez un chiffre, 493 000 $ ou 1,9 million de dollars ou 6,3 millions de dollars selon la personne qui regarde cette vidéo. La question est la suivante, combien reste-t-il dans votre portefeuille? Qu'est-ce qu'il y a dans votre porte-monnaie? Pas ce qu'il y a dans votre portefeuille. Avec capital. Je parle de ce qu'il y a vraiment dans votre portefeuille. Que vous reste-t-il? Combien vous reste-t-il comme économie? Et si vous n'êtes pas très heureux de cette question, c'est très simple. La raison pour laquelle il ne vous reste pas beaucoup d'argent est que vous ne savez pas comment jouer au jeu de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo je vais couvrir avec vous 20 règles d'argent. Ce sont des règles d'argent que j'ai suivies, et c'est évidemment à partir de beaucoup d'erreurs que je l'ai faites. Parce qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai gagné de l'argent, il n'y avait plus rien dans ma poche. Donc je vous parle de mes expériences, mais la règle numéro 1 est la plus importante et c'est celle à laquelle vous devez adhérer immédiatement. C'est très simple. Vous pouvez la combattre, lui dire ce que vous voulez. C'est une règle. Et une règle est que c'est un jeu. L'argent est un jeu. Et ce qui est génial dans tous les jeux, c'est la chose suivante. Peu importe le jeu auquel vous jouez. Le plus, finissez par y devenir bon. Si je n'ai jamais joué aux échecs et que je joue contre vous et que vous avez joué 100 fois aux échecs, vous allez probablement me battre. Si j'ai joué au Monopoly 1000 fois et que tu y as joué 3 fois, je vais probablement te battre parce que c'est un jeu. Ce qui est bien avec le jeu de l'argent, c'est qu'il peut être appris tant de fois que les gens le combattent. Et ils ont des problèmes avec lui, et ils disent, eh bien, vous savez, ces personnes sont devenues riches parce qu'ils sont intelligents. Ces personnes ont fait ceci. Non, non. Ils ont appris le jeu. Et vous pouvez aussi prendre le temps d'apprendre le jeu. La règle numéro 2 est de ne pas détester l'argent. Si vous détestez l'argent, vous n'en aurez jamais, car l'argent n'aime pas ceux qui le détestent. Donc si vous détestez l'argent et que vous dites constamment des choses comme « Waouh, l'argent ne pousse pas sur les arbres, l'argent est ceci, l'argent est cela, et les gens riches. » Tu as raison, Marty dit, tu as raison. Tu ne m'excites pas. C'est presque comme si tu allais à un rendez-vous avec une fille attirante et que tu lui disais que tu n'aimes pas les filles attirantes qui ne connaissent pas grand-chose à la philosophie et que tout ce qui les intéresse, c'est l'apparence, le maquillage et tout ça. Je m'entraîne tous les jours pour rester. Mais j'aime aussi d'autres choses dans ma vie. Mais tu sais quoi? Tu as raison. Tu n'es pas attiré par moi. Je ne t'aime pas. Elle va trouver un autre gars qui dit, j'aime les filles qui prennent soin de leur corps. J'aime les filles qui prennent soin de leur peau. J'aime les filles qui se maquillent. J'aime les filles qui font de la musculation 5 jours par semaine. Elle est attirée par ce type. Garde cette partie de moi. Ne détestez pas l'argent. Numéro 3, c'est un jeu du diable. Écoutez, ça devrait être joli, vous pouvez arrêter de regarder toute la bête vidéo. Vous avez retenu l'essentiel. C'est un double jeu. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais vous donner un PDF gratuit. C'est un double jeu. Qu'est-ce qu'un double jeu? Le jeu complet de l'argent. Il s'agit de doubler votre argent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Doubler son argent. Laissez-moi vous l'expliquer de cette façon. Si en ce moment vous avez 1000 $ sur votre compte en banque, si vous le regardez, vous avez 1000 $ en liquide, vous êtes à 10 multiples d'1 million de dollars, c'est ça. Vous êtes à 5 multiples d'avoir 32 000. Vous êtes à 13 multiples d'avoir 8,192 millions de dollars. Vous êtes à 14 multiples de 16 millions. C'est un jeu de double. Alors quand pouvez-vous multiplier votre argent? C'est ça, le jeu. Pouvez-vous prendre ce millier de dollars et le doubler à 2000 $ l'année suivante? L'année d'après, c'est 2000 $. Vous avez un compte. Vous êtes maintenant à 9 pas d'1 million de dollars. Vous pouvez dire, Pat, j'ai déjà 100 000 $ sur mon compte. Eh bien, devinez quoi? Tu es à 3 fois plus loin d'1 million. Tout ce que tu as, c'est un jeu de multiples. C'est du gâteau. Quand tu apprends que c'est un jeu de double. Donc la question qui se pose est quoi?
Quand est-ce que c'est le vrai jeu de double. Ça devient deux choses différentes. La tolérance au risque, parce que tu dois te connaître quand il s'agit d'argent. Votre tolérance au risque dépend de l'âge que vous avez. Si vous avez 65 ans, votre tolérance au risque sera plus faible que si vous avez 22 ans, non? Donc vous avez votre tolérance au risque. Vous devez la connaître. L'autre partie est l'horizon temporel. Quel est votre horizon temporel? Ça peut être, je veux avoir $1 million dans 10 ans. Super. Si c'est dans 10 ans, qu'est-ce que vous avez en ce moment? Ensuite, vous devez jouer votre jeu de double. Combien de doubles ai-je avec les $17 000 pour atteindre le $1 million? C'est un jeu simple que vous pouvez apprendre à faire tant que vous connaissez votre tolérance au risque, votre horizon temporel et le montant de votre investissement. Ensuite, vous jouez le numéro du double jeu. La séduction. Laissez-moi vous expliquer notre séduction. Ok. Écoutez, j'utilise l'analogie avec les femmes parce que c'est comme ça. Ok. L'argent aime être séduit. L'argent est attiré par les séducteurs. Tout comme une femme n'aime pas les hommes désespérés, l'argent n'aime pas les gens désespérés. L'argent n'est pas attiré par les gens désespérés qui le veulent tellement qu'ils veulent gagner de l'argent et le montrer à tout le monde. Non, pas d'argent. Séduire. Tu dois séduire l'argent, et tout d'un coup l'argent dit, OF. J'aime ce gars. J'aime cette fille. Oh mon Dieu, je suis attiré par toi. Ne laissez pas l'argent vous séduire. Vous séduisez l'argent. C'est un jeu de séduction. Donc celui qui apprend le jeu de séduction avec l'argent, tout d'un coup l'argent commence à venir de partout vers vous parce que l'argent est excité par les gens qui savent exactement ce qu'ils font. L'argent aime les investisseurs qui savent ce qu'ils sont. Ok. Une fille va à un rendez-vous avec un gars qui sait ce qu'il fait. Elle est plus susceptible de revenir. Et puis il y a l'expérience. Alors apprenez comment séduire l'argent. Une fois que tu auras appris tout ça, tu deviendras meilleur à ce jeu aussi. Ensuite, le timing, le timing. Quand il s'agit d'argent, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le timing. Je ne parle pas de timing, comme c'est le meilleur moment pour investir dans Snapchat, ou c'est le meilleur moment pour acheter l'IPO de Facebook et ainsi de suite. Je ne parle pas de timing, bien que ce soit une toute autre conversation avec le timing. Le timing. Je parle. De faire tourner une entreprise. Je vais vous donner une idée. Il y a eu un moment où logiquement j'ai dû réduire, ok. Dans mon entreprise, et j'ai dû me débarrasser de 2 ou 3 employés. Logiquement, je devais réduire mes effectifs, mais je savais ce que je m'apprêtais à faire et j'avais accès à toutes les informations. J'ai décidé de redoubler d'efforts et cela a aidé à étendre l'entreprise à de nouvelles zones, de nouveaux territoires. Donc, l'autre partie est de réduire les dépenses. Comme vous le savez, les chiffres sont peut-être très bons. Mais il y a un secteur qui a besoin d'être réduit et que personne d'autre ne connaît, l'information que vous devez réduire car vous avez l'accès à toutes les informations. Donc il doit y avoir une partie que tu dois savoir, et c'est une chose que nous ne pouvons pas t'enseigner. Ce n'est pas quelque chose que je peux vous enseigner, mais c'est une partie que vous allez apprendre. L'expérience du timing. Le timing pour acheter, le timing pour investir, le timing pour rester léger, le timing pour rester liquide, le timing pour partir, il y a un aspect de timing dans toutes ces décisions que vous allez prendre. Numéro 6, l'ennui. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie l'ennui. L'argent doit être, ok. Encore une fois, si une fille s'ennuie avec vous, elle vous quitte parce que vous êtes trop ennuyeux. Pareil pour les hommes. Si un homme s'ennuie avec une fille, il va la quitter parce que c'est ennuyeux. L'argent n'aime pas s'ennuyer. Qu'est-ce que je veux dire? Si l'argent reste sur un compte chèque, l'argent va à quelqu'un d'autre qui sait comment l'utiliser. Si l'argent reste quelque part et ne fonctionne pas, c'est trop ennuyeux. Il va à quelqu'un d'autre qui sait quoi faire de l'argent. Donc tu dois t'assurer que l'argent est toujours en mouvement. L'argent bouge toujours pour toi. Il bouge toujours pour toi. Bouge toujours pour toi. Qu'il travaille toujours pour toi. Toujours là dehors à faire quelque chose pour créer plus d'argent pour toi. Compte secret suivant. Il faut toujours avoir un compte secret. Laissez-moi vous dire ce qu'est un compte secret. C'est un compte que personne ne connaît. Votre femme, votre mari, votre petite amie, votre petite amie, votre mère, votre père, votre frère,
votre sœur. Personne n'est au courant. C'est quoi ce compte? C'est un compte de crise. Un compte de crise peut être du cash, un compte de crise peut être quelque part où vous êtes assis et que personne ne connaît. Mais maintenant je sais que vous avez fait de l'énergie. Vous parlez juste d'ennui. Vous parlez de deux histoires complètement différentes. Tu dois avoir un compte de crise qui n'est pas ton fonds d'urgence. Je ne parle pas de fonds d'urgence, que c'est la bonne chose à faire. Je parle d'un compte de crise. Qu'est-ce qui a sauvé l'entreprise? Quand nous avons traversé des moments difficiles, le compte chèque de notre entreprise est passé à 13 000 $ pour les commissions sur les salaires. 13 000 $ alors qu'on était sur le point de fermer l'entreprise. C'est à ça près. On est sur le point de fermer l'entreprise. Ce qui nous a sauvés, c'est le compte de crise que j'avais et dont personne n'était au courant. Cet argent est arrivé, il a été réinjecté dans l'entreprise, il nous a sauvés. On a duré, on a traversé des moments difficiles, et maintenant on est là où on est, mais c'est parce qu'il y avait un compte de crise secret que personne ne connaissait. Vous avez toujours besoin d'avoir un compte de crise secret. Numéro 8. Ne conduisez pas en première classe avant d'avoir 10 millions de $. Je vois tellement de gens dépenser 2 000 $ pour un vol alors qu'ils pourraient en dépenser 400. Écoutez, je fais 6 4 65, 2 40, et vous savez combien de fois incliné? Je paie en première classe. 0. Je ne paie pas la première classe. D'autres personnes paient pour ma première classe, mais je ne paie pas la première classe. J'ai été payé en première classe. J'ai voyagé en première classe de nombreuses fois parce que j'avais des miles ou que des gens payaient pour mon vol. Je ne paie pas la première classe. Et pourquoi cela? Voici comment j'ai fait le calcul. Maintenant, évidemment, je peux me permettre de le faire sans problème, mais voici comment j'ai fait le calcul. Vous essayez de me dire que 2 000 $ pour une première classe. Et je peux avoir 500 $ pour le même vol. Ces 1 500 $ multipliés par 9 vols en un mois, ça fait 9 000. C'est, tu sais, 9 fois quoi? 1 500 $, ça fait 13 500 $. Un chiffre comme ça. Tu sais ce que je peux faire avec ce chiffre? C'est 4 employés. C'est du marketing, c'est de l'expansion. C'est plus d'un an, c'est 200 000 $, 180 000 $. Pourquoi vais-je gaspiller cet argent? C'est un cadre que je peux faire venir. C'est 2 employés incroyables. Je peux. Je ne paie pas en première classe. D'autres paient en première classe. Une fois que tu as 10 millions de $ et que tu veux le faire, c'est génial. À ce moment-là, vous pouvez vous offrir un jet privé, mais pas de première classe. Prochain plan de rémunération. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par plan de rémunération. Quel que soit le pays où vous vivez, je reçois des emails de plus de 100 pays du monde entier. Certains d'entre vous et moi parlons de votre système communiste, comment vous êtes contrariés et vous me demandez quoi faire, et je vous dis que si ça ne change pas, vous devez partir. Vous devez quitter le communisme. Vous faites partie de certains pays socialistes, la France, les impôts, l'Espagne. Vous êtes contrariés par les impôts qui sont là où ils sont. Et je vous le dis, si vous ne voyez pas l'horizon changer, vous devez vous adapter. Mais peu importe où vous êtes, la règle numéro 1 à propos de votre plan de rémunération. Votre plan de rémunération, quel que soit le pays où vous vivez, est le vôtre. Étudiez comment vous êtes taxé, car c'est votre plan de rémunération. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi le plan de rémunération en Amérique marche si bien. Beaucoup de gens disent des choses comme ça, ils disent, vous savez quoi? Je n'arrive pas à croire que la structure fiscale américaine profite aux propriétaires d'entreprises. Et vous savez, pourquoi est-ce qu'elle profite aux propriétaires d'entreprises? Parce que les propriétaires d'entreprises créent des emplois. Si vous créez des emplois, nous vous donnerions un avantage fiscal. S'il n'y avait pas d'avantage fiscal et d'incitation pour les propriétaires d'entreprises, alors qui va créer des emplois pour tous ces millions de personnes qui en ont besoin? Alors vous pouvez dire, eh bien, si les incitations étaient pour les propriétaires d'entreprises, ne devrais-je pas être un propriétaire d'entreprise? Oui. Dans chaque épisode, il est question de devenir un entrepreneur. Oui, vous devriez être un propriétaire d'entreprise. Vous devriez être un entrepreneur parce que c'est bénéfique pour votre plan de rémunération. C'est bénéfique pour votre plan de rémunération et pour vous positionner correctement en sachant ce qu'est votre plan de rémunération. Règle numéro 10, la mentalité de fin du monde. Écoutez, CNN, MSNBC,
Fox, Suzy, ou Dave Ramsey, peu importe ces noms, vous voulez passer en revue tous ces noms, mettez-les tous ensemble. Vous savez pourquoi ils sont payés? Ils sont payés pour vendre des crises, car si ça arrive, vous devez être prêt. D'accord? Et donc ce qui arrive souvent, c'est que les gens ont peur. Et ils pensent que c'est la fin du monde. Et comme en 2008, quand la crise du marché a eu lieu, le marché est descendu jusqu'à 6000. Comme le Dow Jones. Tout le monde a commencé à retirer son argent. Il a dit 21 000 $ aujourd'hui, 21 000 points aujourd'hui. Imaginez si vous aviez laissé votre argent, combien d'argent composé a été perdu simplement parce que vous pensiez que c'était la fin du monde, simplement parce que vous pensiez que c'était un monde nucléaire qui allait arriver partout dans le monde. D'ailleurs, laissez-moi vous expliquer, si vraiment une guerre nucléaire va se produire, pensez-vous vraiment que votre argent compte? Allez, on ne va pas le faire. Alors tu dois faire comme s'il n'y avait pas de travail nucléaire qui allait avoir lieu et paniquer autant que ce que tout le monde te dit. Tout. Et tu dois apprendre à gérer ces moments où 90% du monde pense que c'est la fin du monde, tu dois être prêt. Et comment on fait ça? Laissez-moi vous expliquer. Je faisais partie de la communauté qui pensait que c'était toujours la fin du monde, jusqu'à ce que je réalise que c'est pendant cette période que l'on devient riche. Pendant cette période où c'est la fin du monde. Vous savez qui? Ceux qui ont de l'argent. C'est pourquoi il est important d'avoir de l'argent de côté. Et je ne parle pas de l'argent de l'ennui. Je parle d'argent mis de côté. Quand c'est la fin du monde pour toi d'acheter des trucs, à chaque fois qu'il y a une crise, beaucoup de gens deviennent riches. Beaucoup de gens s'enrichissent parce que tout est en solde. Tout est en solde. Quand il y a une crise, les gens vendent leurs exotiques parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Les gens vendent leurs œuvres d'art pour 1/5 du prix. Les maisons se vendent pour la moitié du prix. Les investissements. Toutes ces choses sont à vendre pendant la période où il y a la fin du monde, type de mentalité. Donc vous devez avoir une stratégie pour cette période. Certains disent que le marché va encore s'effondrer dans les 2 ou 3 prochaines années. Je ne sais pas s'il va s'effondrer dans les 2 ou 3 prochaines années. Voici ce que je sais. Il va s'effondrer dans les 20 prochaines années et je suis prêt pour ça. Je dois être prêt pour ça parce qu'il y aura des opportunités. Vous devez aussi être prêt pour ça. Numéro 11, étudiez vos politiciens, surtout votre président. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous devez savoir ce que votre politicien et votre communauté locale vont faire et quelles sont leurs philosophies. Voici pourquoi vous devez connaître leur philosophie. Si leur philosophie est de vous taxer lourdement, vous devez vous adapter en conséquence. Si leur philosophie est de réduire les impôts, vous devez vous adapter en conséquence. Les gens qui demandent, Pat, qu'est-ce que je vais faire avec Trump? Lancer une entreprise, les impôts sont réduits, allez faire des millions de dollars dans la prochaine. Et si c'est 8 ans, va faire ton argent et ajuste-toi. Tout est question d'ajustement, mais tu ne peux pas ne pas savoir quelles sont leurs philosophies. Vous devez connaître les philosophies des politiciens de votre communauté. Numéro 12, étudiez les investisseurs intelligents, mais ne soyez pas trop religieux à leur sujet. Comme par exemple, vous devez tout lire. Warren Buffett a lu chaque chose. Warren Buffett a tout lu. Lisez tous les livres qu'il a, allez les lire. Parce que ce qu'il va t'apprendre c'est sa façon de penser, son état d'esprit. Il va t'enseigner sa façon de faire, comme certaines personnes l'ont dit, pourquoi Warren Buffett a dépensé 35 millions pour acheter il y a 6 ans. Et pourquoi a-t-il, tout le monde dit, pourquoi ne fait-il pas de technologie et reste à l'écart avec elle? Vous savez? Et pourquoi il? Ce sont des philosophies. Ce qu'il faut respecter chez Warren Buffett, c'est quand il dit « je ne fais pas de technologie ». Il n'a pas fait de technologie, donc il s'en est tenu à une philosophie assez longtemps pour que ça marche. Étudiez les investisseurs intelligents. Numéro 13, jouez votre jeu. Ne comparez pas, laissez-moi vous expliquer. C'est extrêmement problématique pour beaucoup de gens parce que disons que sur ce jeu de double, vous êtes. Et disons que votre cousin est ici. Pourquoi tu te compares à lui? Tu dois jouer ton jeu en double. Disons que vous êtes ici. Disons que votre meilleur ami est ici. Ce n'est pas le même jeu. Il a 4 doubles d'avance sur toi. Ce n'est pas le même jeu. Tu dois juste t'assurer que tu joues ton jeu. Tu ne peux pas dire, je vais jouer mon jeu au niveau de celui des autres gars. Parce que quand tu fais ça, tu prends des décisions imprudentes et tu perds un double.
Tu ne veux pas perdre de double. Tu veux gagner. Je ne sais pas si, j'espère que ça a du sens pour toi. Tu ne veux pas reculer et chaque fois que tu te concentres sur ce gars, tu recules parfois. Concentrez-vous sur votre jeu, sur vos stratégies, sur votre horizon temporel, sur votre tolérance au risque et jouez en fonction de ce jeu. Votre vision n'est peut-être pas d'être un milliardaire. Votre vision n'est peut-être pas de vous lancer et de faire quelque chose de très grand. Votre vision n'est peut-être pas d'être une personne qui a 150 millions de dollars. Votre vision n'est peut-être pas d'être un millionnaire de DK. Votre vision peut être, je veux un jour avoir 2 millions de dollars. C'est tout. Jouez à ce jeu et mettez un plan à côté. Jouez à ce jeu. Mais ne vous comparez pas constamment aux autres. D'accord ? Indice suivant. Beaucoup de gens disent, du moment que tu bats l'indice, ok, du moment que tu bats l'indice. Je suis plus préoccupé par le fait d'atteindre mes objectifs que par celui de battre l'indice. Je ne suis pas inquiet de battre l'indice. Je suis inquiet de battre mes objectifs. Quel est mon objectif ? Quelle est la date limite ? Je veux battre ce chiffre parce que c'est le mien. C'est ce que j'ai décidé de faire. Quelle est ma date limite ? Je m'engage à ça. Je ne m'engage pas à faire ça. Je m'engage à ça. Peut-être que je dois faire beaucoup plus que ce que l'indice fait parce que c'est pour ça que je suis dans les affaires. Dans les affaires. Je peux contrôler la quantité de croissance que je vais avoir sur mon revenu. Je ne peux pas contrôler si j'étudie juste l'indice et que l'indice va à 11,9%. J'ai battu un 2 au 0,3%, mais ça va me prendre beaucoup de temps pour y arriver. Non, non. Joue ton jeu, battez vos objectifs au lieu d'essayer de battre l'indice. Seulement 15 personnes se lient d'amitié avec les faiseurs d'argent. Je vais te dire pourquoi. Soyez les amis de ceux qui font de l'argent, comme vous. Si tu es entouré de gens qui savent gagner de l'argent, tu vas en gagner, et c'est comme ça que ça marche. Si tu es entouré de personnes qui savent comment gagner de l'argent, tu vas généralement gagner de l'argent. Si tu es entouré de personnes qui ne savent pas comment faire de l'argent ou qui n'en font pas beaucoup, tu ne vas pas faire beaucoup d'argent. Donc, sachez avec qui vous faites des affaires, sachez avec qui vous faites des choses. Parfois les choses semblent trop douces ou sexy et tout ça, mais tu ne connais pas la personne. Je ne touche à rien de tout ça. C'est important pour moi de savoir avec qui je vais faire des affaires. J'embauche très lentement, très lentement. Je vire très, dès que Jean est fini avec quelqu'un, boum, parti. 4 personnes que nous employons, eux, virées en une date. Pas de problème. Je ne peux pas faire ça. La tolérance n'est pas au bon endroit. On ne peut pas faire ça. Nous devons passer à autre chose. Mais j'embauche lentement, surtout plus le poste est élevé, plus je voyage avec la personne pour apprendre à la connaître. C'est exactement la même chose. Quand on en arrive là, peu importe avec qui vous allez faire des affaires, devenez leur ami, voyagez avec eux. Si quelqu'un est extrêmement riche, allez dîner avec lui. Apprenez à connaître son épouse. Voyez comment ils sont avec leurs enfants. Voyez leur niveau de vie, leur discipline, leur comportement. J'aime cette personne. J'aime ce que leurs amis disent de lui. J'aime comment il est cousin, j'aime comment il est, c'est une personne avec qui je peux faire de l'argent en affaires. Numéro 16, la diversification est pour les poules mouillées. D'accord ? Donc si vous êtes une mauviette et que votre tolérance au risque est très faible, c'est bon. C'est normal d'être une mauviette. Beaucoup de gens sont des mauviettes. Mais si vous voulez vraiment créer de la richesse, et que vous vous demandez pourquoi dans votre vie vous avez travaillé pendant 17 ans et vous n'avez pas un seul centime et vous avez fait 617 000 $, mais vous n'avez que 6 000 $ à montrer, il y a un problème. Il y a un problème là. Quel est le problème ? La diversification est un concept génial à vendre à ses conseillers financiers experts qui jouent la carte de la sécurité et toutes ces autres choses. Oui. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui regardent ceci et qui ont 73 ans, la diversification peut être bonne pour vous. Si vous avez déjà atteint votre objectif de 6 millions de dollars et que vous êtes là où vous en êtes. Vous avez 62 ans. Je respecte le fait que vous ayez déjà atteint vos chiffres. C'est une solide tolérance au risque, un horizon temporel plus bas. Plus bas, ok. Vous jouez différemment. Je parle principalement pour les gens qui sont en mode offensif, sont leur vie que vous essayez d'obtenir ici. Peut-être que vous êtes autour de ce marché. Je ne parle pas aux gens qui sont ici.
Je parle aux gens qui sont ici. Vous essayez d'obtenir vos doubles pour aller plus vite, plus vite. Si vous ne comptez que sur la diversification pendant 20, 34 ans. Il faut savoir que ça va prendre 40 ans, peut-être 30 ans. Si tout se passe comme prévu. Donc je ne recommande pas de compter uniquement sur la diversification pour vous amener là où vous voulez aller. Le jeu, c'est l'effet de levier. Tout a un effet de levier. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que signifie l'effet de levier. Je ne dis pas qu'il faut s'endetter pour tout. Je ne parle pas d'effet de levier comme ça. Je parle d'effet de levier, point final. Qu'est-ce que l'effet de levier pourrait être? Un effet de levier sur votre entreprise. Comment pouvez-vous développer votre entreprise? Si vous dirigez une entreprise, comment pouvez-vous faire levier pour avoir plus de soutien? Comment pouvez-vous faire levier pour vendre plus? Comment pouvez-vous tirer parti de l'effet de levier pour vous développer davantage? Comment faire levier pour augmenter la valeur de votre entreprise? Comment pouvez-vous tirer parti de l'effet de levier? Faites-vous connaître davantage. Comment pouvez-vous tirer parti de l'effet de levier pour atteindre le client plus rapidement? Pouvez-vous exercer un effet de levier pour augmenter la vitesse de croissance de votre entreprise? Comment pouvez-vous tirer parti de l'effet de levier pour faire avancer certaines choses? Comment pouvez-vous exercer un effet de levier? Tout est un jeu de levier. Tout est un jeu de levier, et plus vous étudiez le concept de levier et le jeu, comment il fonctionne, mieux c'est pour votre patrimoine. Numéro 18, le positionnement. Le positionnement a à voir avec, par exemple, je vais vous dire ce qu'est le positionnement. On peut faire tout un truc sur le positionnement, mais je vais juste vous le donner de manière plus courte. Si je vais travailler dans une entreprise et que je vais avoir une part du capital et que je vais me positionner pour posséder une part de cette entreprise et qu'elle va entrer en bourse, c'est un positionnement intelligent. C'est un positionnement très, très intelligent. Tom ici, qui est notre président, Tom a créé sa richesse par le positionnement. Il s'est positionné à certains endroits et a participé à la victoire en possédant une partie. N'importe quel positionnement. Parfois, c'est la personne avec qui vous courez. Souvent les gens disent, waouh, vous savez, je fais de bons revenus avec cette entreprise. Ouais, mais tu ne t'es pas encore positionné parce qu'il n'y a pas de garantie sur les capitaux propres. Donc c'est du positionnement. Tu dois aussi te positionner ici pour être sûr que tu t'occupes de cette partie, non? Bien sûr, vous devez prendre votre crédit, vous devez avoir des investissements d'épargne à haut revenu, mais vous devez vous assurer que vous vous positionnez correctement aussi. Numéro 19, partenariat stratégique, partenaire stratégique. Plus vous pouvez créer un environnement, c'est un peu comme se lier d'amitié avec des financiers, mais c'est légèrement différent car c'est intentionnel. Si vous pouvez comprendre, comme ce que nous faisons avec notre entreprise, nous avons des partenariats stratégiques où beaucoup de gens gagnent de l'argent. D'accord? Plus les gens gagnent de l'argent, plus les gens continuent à faire des affaires avec vous. S'il y a des partenariats stratégiques, j'ai des partenariats stratégiques avec des entreprises de 400 milliards de dollars. Des entreprises de 200 milliards de dollars. Des entreprises de 60 milliards de dollars ont des partenariats stratégiques avec beaucoup d'entreprises différentes qui leur profitent, ok? Le partenariat stratégique augmente la valeur de l'argent parce que beaucoup plus de gens font de l'argent avec vous quand ils font des affaires avec vous. Et le dernier mais non le moindre, le syndrome du gros chèque. Laissez-moi vous dire ce qu'est le syndrome du gros chèque. Oh mon Dieu, j'ai vu tellement de gens foirer tout ça, jusqu'au bout. Et je vais juste t'expliquer ce que c'est. Donc, par exemple, disons, que tu fais de l'immobilier hypothétiquement, ok. Et tout d'un coup, tu as ce client qui veut que tu vendes sa maison. C'est une maison à 3 millions de dollars. Je lance juste des chiffres là. Et vous allez et vendez cette maison de 3 millions de dollars et le chèque est une centaine de milliers de dollars que vous obtenez. Et vous dites, oh mon Dieu, j'ai gagné 100 000 dollars. Et pendant 2 mois, vous vivez comme si vous aviez gagné 100 000 dollars en un mois. Ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'un chèque de 100 000 dollars. Vous devez le considérer comme un revenu de 8 300 dollars par mois pour cette année. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas 100 000 dollars. Et j'ai vu tellement de gens qui traitent cela comme une centaine de milliers de dollars en un mois et ils deviennent arrogants, tout ça, et puis ils reviennent ici et leur double descend de plus en plus bas, et ils ne réalisent pas que c'est juste un gros jour de paix. Laissez-moi vous expliquer. Tu préférerais avoir raison. Je te donne un demi-million de dollars en liquide. Regarde cette question.
Vous pouvez répondre. Préférez-vous prendre un demi-million de dollars? D'accord, je vous donne un demi-million de dollars, ou préférez-vous un revenu régulier? Garantie. D'accord. De 100 000 dollars sur 20 ans, lequel prendriez-vous? Un demi-million à l'avance, 100 000 dollars sur 20 ans. Lequel des deux? Vous savez quoi? Croyez-le ou non, la plupart des gens diront, je pense que la bonne réponse est 100 000 dollars. La plupart des gens prendraient le demi-million. Laissez-moi vous dire pourquoi les 100 000 dollars vous permettent de faire plus. Les 100 000 dollars représentent 2 millions de dollars. Le demi-million de dollars est un demi-million de dollars. Vous voyez, cela me donne l'opportunité d'avoir un soutien plus fort, de prendre des décisions plus importantes, d'obtenir des doubles plus importants. Maintenant, vous pouvez dire, Pat, mais un demi-million de dollars, ça me place déjà ici. C'est sans importance. Si vous ne savez pas comment jouer le jeu de l'argent, ce n'est pas pertinent si vous ne savez pas comment jouer le jeu de l'argent. Je veux aussi des revenus élevés. Je veux des revenus qui alimentent mon jeu pour pouvoir augmenter ma valeur nette. C'est un jeu très, très important. Donc, ne soyez pas trop fou du syndrome du gros chèque, ne tombez pas dans le panneau et ne perdez pas tout ce que vous avez, parce que cela peut totalement bouleverser votre valeur nette et vous faire remonter jusqu'à vos doubles.